Chapitre 18. Le lendemain, lorsque Madame Odintsov parut pour le thé, Bazarov resta longtemps penché sur sa tasse. Puis il fixa tout à coup ses yeux sur elle. Elle se tourna vers lui, comme s'il venait de la pousser, et il crut remarquer qu'elle était plus pâle que la veille. Elle rentra bientôt dans sa chambre et ne se montra de nouveau que pour le déjeuner. La matinée était pluvieuse. Toute la société se réunit dans le salon. Arcade prit le dernier numéro d'une revue et se mit à lire à haute voix. La princesse, suivant son habitude, en parut d'abord fort surprise, comme s'il eût commis quelque grande inconvenance. Elle le toisa ensuite d'un air méchant, mais il n'y fit pas attention. « Eugène Vassilitch, dit Madame Odintsov, venez dans ma chambre. Je voudrais vous demander... Vous m'avez indiqué hier le titre d'un ouvrage. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. La princesse jeta les yeux autour d'elle, et sa physionomie semblait dire « Voyez, voyez comme je m'étonne !» Elle regarda de nouveau Arcade, mais il haussa la voix, échangea un rapide coup d'œil avec Katia qui se tenait auprès de lui, et continua sa lecture. Madame Odintsov gagna sa chambre d'un pas rapide. Bazarov la suivit sans lever les yeux, et en écoutant le léger sifflement de la robe de soie qui glissait devant lui. Anna Sergeyevna s'assit dans le même fauteuil que la veille, et Bazarov reprit aussi la même place. « Comment nommiez-vous ce livre » lui dit-elle après un moment de silence. « Pelouse et frémie, notion générale » répondit Bazarov. « Au reste, je puis encore vous recommander Ganot, traité élémentaire de physique expérimentale. Les dessins y sont plus détaillés, et ce manuel est en général... » « Pardonnez-moi, Eugène Vassilitch, dit Madame Odintsov en avançant la main. « Je ne vous ai point invité à venir ici pour parler de manuel. Je voudrais reprendre notre conversation d'hier. Vous m'avez quitté si brusquement. Cela ne vous ennuiera pas. Je suis à votre service. Mais de quoi parlions-nous donc hier soir ?» Madame Odintsov regarda Bazarov un peu en dessous. « Je crois, lui dit-elle, que nous parlions du bonheur. Je vous entretenais de moi. Et puisque je viens de prononcer ce mot de bonheur, il faut que je vous fasse une question. Pourquoi, même lorsque nous jouissons par exemple de la musique, d'une belle soirée, d'une conversation avec quelqu'un qui nous est sympathique, pourquoi cette jouissance nous paraît-elle plutôt une allusion à je ne sais quel bonheur inconnu qui se trouverait quelque part, bien plutôt qu'un bonheur réel, un bonheur dont nous jouirions nous-mêmes? Répondez-moi, mais il est possible que vous ne ressentiez rien de pareil. Vous connaissez le proverbe « On n'est bien que là où l'on n'est pas », répondit Bazarov. D'ailleurs, vous m'avez dit hier vous-même que vous n'étiez point satisfaite. Au reste, il est très vrai que jamais pareilles idées ne me viennent à l'esprit. Elles vous semblent peut-être ridicules? Non, mais elles ne me sont jamais venues en tête. En vérité, je voudrais bien savoir à quoi vous pensez. Comment? Je ne vous comprends pas. Écoutez-moi. Il y a longtemps que je désire m'expliquer avec vous. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous n'êtes pas un homme ordinaire, vous le savez fort bien. À votre âge, on a encore une longue route devant soi. À quoi vous préparez-vous? Quel est l'avenir qui vous attend? Quel est le but auquel vous visez? Où allez-vous? Qu'avez-vous sur le cœur? En un mot, qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Vous m'étonnez, madame. Vous savez fort bien que je m'occupe de sciences naturelles. Et quant à ma personne, oui, qui êtes-vous? J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que je suis un futur médecin du district. Madame Odintsov fit un signe d'impatience. « Pourquoi me parlez-vous ainsi » reprit-elle. « Vous ne croyez pas vous-même à ce que vous dites. Arcade aurait pu me répondre de cette façon, mais vous... Mais en quoi, Arcade? Laissez donc. Est-il possible qu'une sphère d'activité aussi modeste puisse vous contenter? N'affirmez-vous pas vous-même que vous ne croyez pas à la médecine? Un médecin de district. Vous, avec votre amour-propre, vous ne me répondez ainsi que pour vous débarrasser de ma question. Je ne vous inspire aucune confiance. Cependant, Eugène Vassilitch, je puis vous assurer que j'aurais su vous comprendre. J'ai été moi-même pauvre et pleine d'amour-propre comme vous. J'ai peut-être traversé les mêmes épreuves que vous. Tout cela est fort beau, Anna Sergeyevna. Mais vous m'excuserez, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller à des confidences. D'ailleurs, il y a entre nous deux une telle distance.
Allons, n'allez-vous pas me dire encore une fois que je suis une aristocrate? Je crois vous avoir prouvé. Au surplus, reprit Bazarov, je ne comprends pas le plaisir que l'on peut trouver à parler de l'avenir qui, en général, ne dépend point de nous. S'il se présente une occasion de faire quelque chose, rien de mieux. Dans le cas contraire, on s'estimera du moins fort heureux de ne s'être point livré à d'inutiles bavardages. Vous appelez bavardage une causerie amicale. Après tout, peut-être, en ma qualité de femme, ne me croyez-vous pas digne de votre confiance? Vous avez une si petite opinion de nous autres. Je n'ai pas une petite opinion de vous, Anna Sergeyevna, et vous le savez fort bien. Non, je ne sais rien. Mais admettons qu'il en soit ainsi. Je comprends que vous ne vouliez point parler de votre avenir. Mais ce qui se produit en vous aujourd'hui, se produit, répéta Bazarov, suis-je par hasard un empire ou une société? Toujours est-il que cela ne me paraît guère intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que chacun de nous peut proclamer ainsi à haute voix ce qui se produit en lui? Je ne sais vraiment pas pourquoi on ne confierait pas tout ce que l'on a sur le cœur. Vous pouvez le faire? Demanda Bazarov. Oui, répondit Madame Odintsov après un moment d'hésitation. Bazarov s'inclina. Vous êtes plus heureuse que moi, lui dit-il. Anna Sergeyevna le regarda, comme pour lui demander de s'expliquer. Vous avez beau dire, reprit-elle, mais je n'en suis pas moins portée à croire que nous ne nous sommes pas rencontrés en vain, que nous serons de bons amis. Je suis sûr que votre roideur, votre réserve s'évanouira à la longue. Vous me trouvez donc une grande réserve, ou, comment encore, de la roideur? Oui. Bazarov se leva et s'approcha de la fenêtre. Et vous auriez voulu connaître les motifs de cette réserve? Vous voudriez savoir ce qui se passe en moi? Oui, répondit Madame Odintsov avec un effroi dont elle ne se rendait pas encore raison. Et vous ne vous fâcherez pas? Non. Non? Bazarov lui tournait le dos. Sachez donc que je vous aime bêtement jusqu'à la folie. Voilà ce que vous me forcez de vous apprendre. Madame Odintsov porta les mains en avant, et Bazarov s'appuya le front contre une vitre de la fenêtre. Il étouffait, un frémissement convulsif parcourait tous ses membres. Mais ce n'était point l'émotion que cause la timidité de la jeunesse, ni le doux effroi que fait naître une première déclaration. C'était la passion qui se débattait en lui, une passion forte et pesante, ressemblant à la méchanceté, et qui n'en est peut-être pas éloignée. Madame Odintsov ressentit à la fois de la crainte et de la pitié. « Eugène Vassilitch, dit-elle, et une tendresse involontaire se trahissait dans sa voix. Il se détourna vivement, lui jeta un regard dévorant, et, saisissant ses deux mains avec force, il l'attira sur son sein. Elle ne put se dégager tout de suite. Quelques secondes après, elle s'était réfugiée dans un angle éloigné de la chambre. Il s'élança vers elle. « Vous ne m'avez pas comprise, » dit-elle précipitamment d'une voix basse et toute glacée de terreur. Un pas de plus, et elle eût probablement poussé un cri. Toute son attitude l'annonçait. Bazarov se mordit les lèvres et sortit. Une demi-heure après, une femme de chambre remit à Anna Sergeyevna un billet de Bazarov. Ce billet ne contenait qu'une ligne. « Dois-je partir aujourd'hui même, ou puis-je rester jusqu'à demain ?» Madame Odintsov répondit « Pourquoi partir? Je ne vous comprenais pas, et vous ne m'avez pas comprise. » En écrivant ces mots, elle se dit « Je ne me comprenais pas moi-même, en effet. » Elle ne se montra qu'au dîner, et passa toute la matinée à marcher de long en large dans sa chambre, les mains croisées sur la poitrine, s'arrêtant par intervalles, tantôt devant la glace, tantôt devant la fenêtre, et se passant continuellement un mouchoir sur le cou. Il lui semblait y sentir une tache brûlante. Elle se demandait pourquoi elle avait forcé Bazarov, comme il le lui avait dit lui-même, à se déclarer, et si elle ne s'en était pas déjà doutée elle-même. « Je suis coupable, dit-elle à haute voix, mais je ne pouvais prévoir tout cela. » Elle devint pensive et rougit, en se rappelant l'expression presque féroce qu'avait prise la figure de Bazarov lorsqu'il s'était élancé vers elle. « Ou bien, reprit-elle tout à coup, et s'arrêtant soudainement, elle agita les boucles de sa chevelure. S'étant aperçue dans la glace, la tête à demi renversée,
un sourire mystérieux dans ses yeux à demi fermés et sur ses lèvres entr'ouvertes, il lui parut que cette image lui disait quelque chose qui la remuait profondément. « Non, non, dit-elle enfin, Dieu sait où cela aboutirait. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. La tranquillité est encore ce qu'il y a de meilleur en ce monde. » Sa tranquillité n'était point troublée, mais elle s'attrista et versa même quelques larmes, sans bien en comprendre la raison. Ce n'était point la honte d'avoir été humiliée qui la faisait pleurer. Elle ne se sentait même pas humiliée, elle se sentait plutôt coupable. Sous l'influence de divers sentiments confus, de la conscience de sa vie qui s'écoulait, d'un désir de nouveauté, elle s'était avancée peu à peu jusqu'à une certaine limite, et ayant jeté les yeux au-delà, elle y avait aperçu non pas un abîme, mais le vide ou la laideur. Chapitre 19. Quoique Madame Odinsoff eût un grand empire sur elle-même et fût au-dessus de bien des préjugés, elle ne se sentit pourtant pas à son aise lorsqu'il lui fallut paraître dans la salle à manger. Au reste, le repas s'écoula sans aucun incident. Porphyre Platonitch arriva et raconta diverses anecdotes. Il revenait de la ville. Entre autres nouvelles, il y avait appris que le gouverneur avait prescrit aux fonctionnaires attachés à sa personne de porter des éperons, dans le cas où il les enverrait quelque part à cheval, pour plus de célérité. Arcade causait à voix basse avec Katia et rendait, en fin diplomate, de petits services à la princesse. Bazarov était obstinément silencieux et sombre. Madame Odinsoff, lorsqu'il tenait les yeux baissés, jeta 2 ou 3 fois un regard furtif sur sa figure sévère et bilieuse, empreinte d'une fermeté méprisante, et elle se dit « non, non, non ». Après le dîner, elle se rendit avec tout le monde dans le jardin, et voyant que Bazarov désirait lui parler, elle fit quelques pas en avant et s'arrêta. Il s'approcha d'elle, toujours les yeux baissés, et lui dit d'une voix sourde « Je vous dois des excuses. Il est impossible que vous ne m'en veuillez pas. »« Non, je ne suis pas fâché contre vous, » répondit Madame Odinsoff, « mais je suis affligée. Tant pis, dans tous les cas, je suis assez puni. Ma position, vous en conviendrez, est des plus sottes. Vous m'avez écrit « Pourquoi partir ?» Et moi je ne peux ni ne veux rester. Demain je serai parti. « Eugène Vassilitch, pourquoi je pars ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le passé ne revient pas, Anna Sergeyevna, et tôt ou tard cela devait arriver. Vous le voyez, il faut absolument que je parte. Je ne pourrai rester qu'à une seule condition. Cette condition ne se réalisera jamais. Pardonnez à ma hardiesse, mais, n'est-ce pas, vous ne m'aimez point, et vous ne m'aimerez jamais. » Les yeux de Bazarov étincelèrent pour un moment sous leurs sourcils noirs. Anna Sergeyevna ne lui répondit pas. « Cet homme me fait peur, » se dit-elle en ce moment. « Adieu, » lui dit Bazarov, comme s'il eût deviné sa pensée, et il se dirigea vers la maison. Anna Sergeyevna le suivit à pas lents. Elle appela Katia, lui prit le bras et ne la quitta pas jusqu'au soir. Elle ne se mit point au jeu, rit du bout des dents à tout propos, ce qui n'allait nullement à sa figure pâle et fatiguée. Arcade n'y comprenait rien et l'observait comme le font tous les jeunes gens, c'est-à-dire qu'il se demandait continuellement « Qu'est-ce que cela signifie ?» Bazarov s'était enfermé dans sa chambre. Il parut pourtant pour le thé. Madame Odinsoff aurait bien voulu lui adresser quelques bonnes paroles, mais elle ne savait que lui dire. Une circonstance imprévue vint à son secours. Le maître d'hôtel annonça Sitnikov. Il serait difficile de rendre exactement l'étrange entrée que fit le jeune progressiste. S'étant décidé, avec l'impudence qui lui était propre, à aller chez une femme qu'il connaissait à peine, qui ne l'avait jamais invité, mais chez laquelle il savait que des gens d'esprit de sa connaissance se trouvaient pour le moment, il n'en était pas moins terriblement intimidé. Et, au lieu de prononcer les excuses et les compliments qu'il avait préparés d'avance, il balbutia je ne sais quelle baliverne, disant que Eudoxie Koukchine l'avait envoyé savoir des nouvelles d'Anna Sergeyevna et qu'Arcade Nikolaïevitch s'était toujours exprimé sur le compte de celle-ci avec les plus grands éloges. Il resta court au beau milieu de ses stupidités et perdit la tête si bien qu'il s'assit sur son propre chapeau. Cependant, comme personne ne le chassa, et qu'Anna Sergeyevna le présenta même à sa tante et à sa sœur, il se remit bientôt à jaser comme de coutume. L'apparition de la sottise humaine a souvent son utilité en ce monde. Elle relâche les cordes trop tendues
et calme des sentiments trop présomptueux et trop vains, en leur rappelant que sottise et esprit ont une origine commune et presque de l'analogie. L'arrivée de Sitnikov imprima à toute chose dans la maison un tour plus commun et plus simple. Chacun soupa même avec plus d'appétit, et on se sépara le soir une demi-heure plus tôt que de coutume. « Maintenant, dit Arkad de son lit à Bazarov, qui se disposait aussi à se coucher, tu peux répéter ce que tu m'as dit une fois. Pourquoi es-tu si triste? C'est sans doute parce que tu as rempli quelques devoirs sacrés. » Depuis quelque temps, les deux jeunes gens avaient pris l'habitude de se taquiner d'une façon aigre-douce, signe certain d'un secret mécontentement et de soupçons qu'on veut cacher. « Je m'en vais demain chez le père, dit Bazarov. Arkad se redressa et s'appuya sur son coude. Cette nouvelle le surprit et le réjouit en même temps. « Oh, répondit-il, et c'est pour cela que tu es triste? Qui veut trop savoir vieillit vite, dit Bazarov en bâillant. Et Anna Sergeyevna, reprit Arkad. Eh bien quoi, Anna Sergeyevna? Je voulais dire, te laissera-t-elle partir? Je ne suis pas assez gage. Arkad devint pensif et Bazarov se tourna la figure contre le mur. Les deux amis gardèrent le silence pendant plusieurs minutes. « Eugène, s'écria tout à coup Arkad. « Quoi? Je partirai demain avec toi. » Bazarov ne lui répondit point. « Mais je retournerai à la maison, continua Arkad. Nous irons ensemble jusqu'au hameau de Koklov, où tu pourras t'arranger avec Fedot pour continuer ta route. J'aurais aimé à faire connaissance avec tes parents, mais je craindrais de les gêner et de te gêner toi-même. Ensuite, j'espère bien que tu repasseras à la maison un moment. »« J'ai laissé mon bagage chez toi, » répondit Bazarov sans se retourner. « Comment ne me demande-t-il pas pourquoi je pars? Et cela encore si inopinément, comme moi, » se dit Arkad. « Au fait, pourquoi est-ce que nous partons, lui et moi ?» Ces questions demeurèrent irrésolues dans l'esprit d'Arkad, et son cœur se remplit d'une secrète amertume. Il sentait qu'il lui serait difficile de quitter le genre de vie auquel il s'était habitué. Mais rester seul après le départ de Bazarov lui semblait encore plus difficile. Il s'est sans doute passé quelque chose entre eux, se dit-il. À quoi bon resterais-je planté là, devant elle, après son départ? Je lui déplairais décidément, et je me perdrais tout à fait auprès d'elle. Il se représenta vivement Anna Sergeyevna, puis d'autres traits remplacèrent peu à peu la figure de la jeune veuve. « Katia me fait aussi de la peine, » chuchota Arkad contre son oreiller, sur lequel il venait de laisser tomber une larme. Mais, rejetant tout à coup ses cheveux en arrière, il s'écria « Pourquoi diable cet imbécile de Sitnikov est-il arrivé ici ?» Bazarov se remua dans son lit. « Je m'aperçois, mon cher, que tu es encore bien bête, dit-il. Les Sitnikov nous sont indispensables. Les idiots de son espèce me sont absolument nécessaires. M'entends-tu? Ce n'est pas odieux à faire les pots. » « Hé !» se dit Arkad, et pour la première fois se présenta à lui, dans toute sa grandeur, l'amour-propre de Bazarov. « Nous sommes donc des dieux, toi et moi? Je devrais dire toi, car moi, ne serais-je pas un idiot, par hasard? »« Oui, répondit Bazarov, tu es encore bête. » Madame Odintsov ne montra point une grande surprise lorsqu'Arkad lui annonça le lendemain qu'il partait avec Bazarov. Elle paraissait distraite et fatiguée. Katia le regarda d'un air sérieux et ne dit rien. La princesse se signa la poitrine sous son châle, de façon qu'il ne put manquer de le remarquer. Quant à Sitnikov, cette nouvelle le démonta complètement. Il venait de mettre pour le déjeuner un habit neuf, et qui, pour cette fois, n'avait rien du slavophile. La veille, le domestique chargé de le servir avait paru tout surpris en voyant la quantité de linge que le nouvel hôte avait apporté. Et voici que ses compagnons l'abandonnent. Il se démena un peu avec angoisse. Un lièvre poursuivi hésite ainsi sur la lisière du bois. Puis il annonça tout à coup, d'un air effaré, presque avec un cri, qu'il se proposait aussi de partir. Madame Odintsov ne le pressa point de rester. « Ma calèche est très confortable, dit le malheureux jeune homme à Arkad. Je peux vous ramener chez vous. Eugène Vassilitch n'a qu'à prendre votre tarantasse. C'est même beaucoup plus commode. » Et pensez-vous, notre campagne n'est pas du tout sur votre chemin. Vous seriez obligé de faire un grand détour. Ce n'est rien. J'ai beaucoup de temps à moi, et d'ailleurs mes affaires m'appellent de ce côté-là. Des affaires d'eau de vie, répondit Arkad, d'un air un peu trop méprisant. Mais Sitnikov était si bouleversé
qu'il ne se mit point à rire, suivant son habitude. « Je vous assure que ma calèche est très commode, continua-t-il, et il y aura place pour tout le monde. Ne chagrinez pas M. Sitnikov par un refus, dit Anna Sergeyevna. Arcade la regarda et s'inclina profondément. Le départ eut lieu après le déjeuner. Au moment des adieux, Mme Odintsov tendit sa main à Bazarov et lui dit « Au revoir, n'est-ce pas ?»« Comme vous le voudrez. Dans ce cas, nous nous reverrons. » Arcade descendit le premier l'escalier. Il s'établit dans la calèche de Sitnikov. Le maître d'hôtel l'aida respectueusement à y monter, et lui, il se sentait assez disposé à le battre ou à pleurer. Bazarov monta dans le tarantass. Lorsqu'on fut arrivé au hameau de Koklov, Arcade attendit que le maître de l'auberge, Fedot, eût attelé ses chevaux au tarantass. Il s'approcha alors de la voiture et dit à Bazarov avec la cordialité d'autrefois « Eugène, prends-moi avec toi, j'ai envie de t'accompagner. »« Monte, » lui répondit Bazarov entre ses dents. Lorsque Sitnikov, qui tournait en sifflant autour des roues de la calèche, eut entendu ces mots, il ouvrit la bouche toute grande d'étonnement. Arcade prit tranquillement sa malle, s'assit à côté de Bazarov, salua poliment Sitnikov et cria « Allons, en route !» Les chevaux partirent et le tarantass fut bientôt hors de vue. Sitnikov, qui n'en revenait pas, jeta un regard courroucé sur son cocher, occupé à donner de petits coups de fouet narquois au cheval de volée, sauta dans la calèche, cria à 2 paysans qui passaient « Couvrez-vous donc, imbéciles !» et reprit la route de la ville, où il arriva fort tard. Dès le lendemain, dans le salon de Madame Koukchine, il traita comme leur conduite le méritait les 2 orgueilleux et grossiers personnages qu'il venait de quitter. En prenant place à côté de Bazarov, Arcade lui serra fortement la main et resta longtemps sans parler. Bazarov parut comprendre ce serrement de main et ce silence. La nuit précédente, il n'avait ni dormi ni fumé. Il ne mangeait presque plus depuis plusieurs jours. Sa figure sombre et amaigrie se dessinait nettement sous la visière avancée de sa casquette de voyage. « Allons, mon cher, dit-il enfin, donne-moi un cigare. Je dois avoir la langue jaune. »« Oui, répondit Arcade. J'en étais sûr. Voilà que le cigare ne me paraît pas bon. La machine est disloquée. »« Effectivement, tu es changé depuis ces derniers temps, lui dit Arcade. « Ce n'est rien, je me remettrai. Une seule chose me tracasse, c'est la tendresse de ma mère. Si l'on ne se bourre pas la panse en mangeant 10 fois par jour, il faut voir comme elle se tourmente. Mon père n'est pas comme ça, heureusement. Il a couru le monde. Il a passé au crible et au bluto, comme on dit. Impossible de fumer, s'écria-t-il en jetant son cigare au milieu de la poussière de la route. Votre bien est à 25 verstes d'ici, demanda Arcade. Oui. Au reste, voilà un philosophe qui va nous le dire. Et il montra le paysan assis sur le siège auquel Fedot avait confié ses chevaux. Le paysan se borna à répondre « Qui sait, les verstes ne sont pas mesurées ici. » Il se remit à gronder à demi-voix son cheval de brancard qui secouait la tête et tirait sur les rênes. « Oui, oui, reprit Bazarov, cela devrait vous servir de leçon, mon jeune ami. Je crois vraiment que le diable s'en mêle. Chaque homme pend à un bout de ficelle. Un abîme peut s'ouvrir d'un instant à l'autre sous ses pieds. Eh bien, cette triste perspective ne lui suffit pas, et il imagine je ne sais quelle sottise qui rende sa vie encore plus misérable. « À quoi fais-tu allusion » demanda Arcade. « À rien, tout comme je dis sans allusion que nous nous sommes conduits comme des imbéciles tous les deux. Au reste, j'ai déjà remarqué dans notre clinique que les malades que leur état impatientait se tiraient toujours d'affaire. »« Je ne te comprends pas très bien, reprit Arcade. Il me semble que tu n'as pas eu sujet de te plaindre. Puisque tu ne me comprends pas bien, je vais te déclarer ce qui suit. Mon opinion est qu'il vaut mieux casser des pierres sur la grande route que de laisser une femme s'emparer, ne fût-ce que de l'extrémité de votre petit doigt. Tout cela, c'est... » Bazarov allait prononcer son terme favori, du romantisme, mais il se retint. « Tu ne me croiras pas maintenant, ajouta-t-il, et pourtant ce que je vais te dire est parfaitement vrai. Nous étions tombés ensemble dans une société de femmes, et ce genre de vie nous paraissait fort doux. Mais il est aussi agréable de quitter ce monde-là que de s'arroser d'eau froide par une chaude journée d'été. Un homme a mieux à faire que de s'occuper de pareilles sornettes. Un homme doit être féroce,
dit un très sage proverbe espagnol. Toi, par exemple, l'ami, ajouta-t-il en s'adressant au cocher qui était sur le siège, as-tu une femme? Le paysan se retourna et montra aux deux amis sa figure plate, aux yeux chafouins. Une femme? Sans doute. Comment n'en pas avoir? Tu la bats? La femme? Il peut arriver bien des choses. On ne la bat pas sans raison. Bien entendu. Et elle, te bat-elle aussi? Le paysan donna une saccade à ses chevaux. Qu'est-ce que tu viens de dire là, maître? Reprit-il. Il paraît que tu aimes à plaisanter. La question l'avait évidemment blessé. Entends-tu, Arkad Nikolaïevitch? Et pourtant, toi et moi, nous avons été battus. Voilà ce que c'est que d'être des gens civilisés. Arkad sourit d'un air contraint. Quant à Bazarov, il se détourna et n'ouvrit plus la bouche pendant tout le reste du voyage. Les 25 verstes parurent à Arkad aussi longues que 50. Le petit village qu'habitaient les parents de Bazarov se montra enfin sur le versant d'un coteau peu élevé. Près de là, au milieu d'un bouquet de jeunes bouleaux, s'élevait la maison seigneuriale, couverte d'un toit de chaume. À l'entrée du village se tenaient, le bonnet sur la tête, deux paysans qui se disputaient. « Tu es un gros cochon, disait l'un d'eux. « Et toi, tu n'es qu'un petit cochon, et ta femme est une sorcière, lui répondait l'autre. Cette gracieuse familiarité, dit Bazarov à Arkad, et le tour enjoué de cette altercation doivent te convaincre que les paysans de mon père ne sont pas menés trop sévèrement. Mais le voilà lui-même qui montre le nez hors du logis. Il a sans doute entendu la clochette. C'est bien lui, je reconnais sa balle. Hé hé, comme il a blanchi, le pauvre diable.